Merci infiniment. Moi, je me suis régalé. J'ai pris une Bah grande non, leçon de merci, merci. paysage Ouais. au passage. Donc, merci beaucoup. J'invite tout le monde donc à rebrancher son micro pour un petit moment de débat suite à cette super présentation. Effectivement, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit là, qui bricole à côté du micro. Donc, il faut arrêter peut-être de tourner les pages ou de je sais pas quoi. Merci. Et donc voilà, est-ce que quelqu'un veut intervenir ou a une première réaction? Non? Alors moi j'en ai une. Avec plaisir. Euh, voilà, je lance un petit. Ah, ben Bruno rebondira aussi. Voilà, c'est juste pour partager un sujet qui nous tracasse un peu depuis que justement Bruno et l'équipe de la SFU a fait le colloque Cornudet là, en 2019, qui porte sur la notion d'embellissement, qui était très présente donc chez les fondateurs, je dirais, de la SFU. Ouais. Et voilà, on se pose régulièrement la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait travailler aujourd'hui sur le renouveau, enfin de ressusciter cette notion d'embellissement dans les projets urbains. Et voilà, la question, elle est très ouverte, hein, mais c'est est-ce que finalement, ce que tu nous as expliqué avec cette méthode en 3 étapes, etc., peut, selon toi, participer à l'embellissement, en particulier des milieux urbains? Et est-ce que, en tant que paysagiste, on fait une différence bien tranchée entre le paysage, enfin la mise en paysage, je dirais, d'un projet urbain ou son embellissement? Alors, ouais. Alors, tu vois, c'est une question qui me travaille particulièrement en ce moment parce que il se trouve que par ailleurs, j'avais fondé, j'y suis plus parce qu'en tant qu'élu de la mairie, il y a conflit d'intérêts. J'avais euh, conçu le réseau Volubilis, euh, la ville et les territoires méditerranéens avec nos collègues du nord de l'Afrique, etc. Et là, depuis 2 ans, on fait des rencontres méditerranéennes tous les 2 ans, 3 ans, etc. Et là, on a fait sur, je dirais, tous les sujets d'urbanisme. Euh, et là, on veut le faire sur la beauté. C'est-à-dire Ah que oui, euh, et voilà, c'est pas un sujet très simple. bien. On a pas mal de philosophes avec nous, du coup, dans le groupe de travail. Hein. Les rencontres auront lieu en novembre 2025 et il y a encore du boulot. Alors, du coup, cette question, à un moment donné, dans les diapos, il y avait cette morphologie donnée par l'eau, par l'érosion. Oui, oui, Hein. L'érosion gravitaire, c'est une loi. C'est une loi. Et une chose, par exemple, dont on se rend compte, c'est que dans un morceau de territoire, si le projet s'inscrit dans cette loi, c'est-à-dire qu'il respecte cette loi, euh, la gravitation, euh, eh bien, il sera moins étranger. Alors après, ça dépend de l'architecture qu'on va faire, mais il va s'inscrire dans la logique d'un paysage, ce qui fait son caractère. Et je ne parle pas oui. d'identité, là, ce qui fait son caractère. Et si un nouveau quartier, un équipement, etc., ne s'inscrit pas dans cette logique de la gravitation universelle, ça va nous gratter l'œil. Hein, on a tous eu les yeux grattés. Oui. Voilà. Donc déjà, le, de comprendre la morphologie, donc la couche géographique d'un morceau de territoire, permet de dire, ben voilà, comment je continue ou comment je m'inscris dans la loi qui fait cette morphologie, parce que D'accord. cette gravitation universelle, une fois qu'elle dit où passe le fossé, où passe la rivière, où passe ceci ou cela, elle dessine la géométrie du parcellaire. Le parcellaire ne fait que décliner ça hein, avec Mhm. ses fossés, voilà. Et toute la géométrie d'un
un paysage, n'importe lequel, est dessiné par cette loi de la vérification universelle. Donc je dirais que ça ne règle pas tout, mais ça peut aider à faire un début de projet, voilà, début de réflexion. C'est le mot harmonie plutôt là qui conviendrait, tu vois. Absolument. Voilà, on est sur une harmonie parce qu'on respecte tout cela. Moi, mon fils, il est musicien, et il me dit, mais papa, il n'y a pas des belles notes et des notes moches. La façon dont tu les arranges va faire harmonie ou va faire du bruit. Tu vas faire de la musique ou tu vas faire du bruit. Voilà, c'est un peu. C'est une belle analogie. Ouais. Merci. On va prendre. Alors, il y a Bruno qui voulait réagir et puis Elias ensuite. Vas-y, Bruno. Oui, moi, je voudrais. On te voit pas, Bruno. Je voudrais féliciter Sébastien Georgis pour la clarté de son exposé. Moi, je croyais que je parlais mal, là, mais bon, je suis fatigué. Non, mais non, c'était très clair. L'approche selon les 3 couches, qui est, enfin, je trouve que ça éclaircit bien les choses, quoi. C'est très didactique, c'est très intéressant cette approche. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est alors la géomorphologie, on est tous plus ou moins conscients de, comment dirais-je, l'approche de la nécessité de cette approche. Sur les perceptions, on en est conscient aussi, mais c'est la 3e dimension qui est assez intéressante, la dimension à la limite culturelle, c'est-à-dire que parce que la perception qu'on a des choses, elle n'est pas la même suivant nos origines, suivant nos préoccupations et suivant les époques. Et donc c'est un aspect. Je trouve ça le coup du syndicat d'initiative, je trouve ça très intéressant. Oui, ça on a retenu, oui. Je suis dommage, je suis un peu vieux maintenant, là je bosse beaucoup moins, mais j'aurais bien utilisé ça si je devais refaire des études. Voilà. Donc c'est plutôt. Moi je dis on est paysagiste en une demi-heure. Hein. Oui. Mais pas au sens de faire un parc. Hein, mais, voilà. Je vais dire, moi je l'attendais un peu au tournant, Sébastien, en me disant c'est pas évident quand même le paysage comme méthode. Et puis en fait c'était très clair, bravo. Voilà, moi j'appelle Merci. Oui, pareillement. Je vois que dès qu'on parle de population, il y a Céline qui lève la main, donc on va te laisser la parole. Mais avant, il y avait Elias qui voulait réagir, donc c'est à toi, Elias. Oui, moi j'ai trouvé ça également passionnant, toute cette histoire de l'harmonie avec le paysage, et je commence à voir le métier de paysagiste comme quelqu'un qui prend en compte les éléments, quelque chose qu'on a un peu oublié ces dernières décennies, voire derniers siècles, et de prendre en compte l'eau, le vent, tous ces éléments, et qui se rappellent à notre bon souvenir ces derniers temps de manière de plus en plus massive. Et donc ma question est la suivante, c'est est-ce que finalement le paysagiste, en démarrant le travail aussi en amont du projet, il n'a pas aussi un rôle un peu de traducteur finalement pour les architectes et les urbanistes qui viennent derrière, pour vraiment comprendre dans quel contexte ils vont implanter leur bâtiment et comment ils peuvent faire pour que ce soit justement harmonieux. Donc, oui. Voilà. Alors, quand j'ai arrêté mon métier d'architecte en devenant totalement paysagiste urbaniste, j'ai été embarqué par des architectes sur des projets. Et effectivement, était très agréable dans cette complémentarité, c'est que finalement, souvent le plan de masse, à l'échelle de l'urbanisme, hein, pas à l'échelle de l'architecture, mais le plan de masse, c'était le résultat du travail de paysagiste. Et j'avais un collègue architecte, on avait gagné un concours d'un lycée pas loin de Marseille, et ben, il y avait le président du conseil départemental, il y avait le président de la région, pardon, et il m'a dit, Sébastien, tu parles en premier. C'est assez rare hein, chez les architectes. Voilà, parce que ça posait les bases de tout ce qui allait ensuite se décliner à l'autre échelle, la très belle échelle architecturale. Voilà. Et voilà, donc ça illustre peut-être la question, hein, c'est que
ce travail-là permet d'arriver à un plan de masse intelligent par rapport à un morceau de territoire. Le terme intelligence, dans le sens, voilà, d'avoir cette compréhension, enfin, le projet a cette compréhension, quoi. Mais je me demande si l'embellissement tel qu'on l'employait à la fin 19e était peut-être pas dans ce sens-là. Je sais pas. Ça faudrait des historiens. Parce que le mot embellissement, il est compliqué, quoi. Il est comme le mot beauté. Hein, non, c'est pas par hasard si on a des philosophes avec nous là quand on travaille sur ces rencontres méditerranéennes de 2025. On a beaucoup de billes hein, sur l'origine de la notion dans l'urbanisme. Hein, donc, si tu veux, on ira voir les philosophes pour discuter avec eux. Ça m'intéresse. On va les former. Ouais. Céline, à toi la parole. Pardon. Ouais. Il faut que tu allumes ton micro. Voilà. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, c'était intéressant. Je suis arrivée un peu en retard, mais j'ai quand même pu entendre une bonne partie. Donc, merci, c'était très intéressant. Moi, j'avais une remarque et une question à la fois. Je comprends, moi, que ces trois thématiques, donc morphologie, visuelle et culture ou identitaire, identité du territoire, pour moi, ça fait référence à l'état actuel du territoire. Et la question que je me posais, c'est par rapport au changement induit par les dérèglements climatiques. Comment est-ce que on se positionne aujourd'hui? Parce que là, ça devient, on a en quelque sorte une sorte de quatrième dimension qui vient s'ajouter aux trois dimensions que vous avez évoquées. Et ça complique radicalement le travail du paysagiste. Alors, ouais, c'est très intéressant comme question. On est tous dans nos pratiques, dans nos projets actuels, voilà, dans notre époque. Dans notre époque. Et les projets de notre époque, c'est des projets qui s'inscrivent dans le changement climatique, la question du confort, des l'hiver, de l'énergie, etc. C'est-à-dire que la méthode, la méthode est hors de ça. La démarche, pardon, elle est hors de ça. La démarche, elle permettra à chaque époque de faire le projet de son époque, comme à toutes les époques. Et notre époque, c'est ces questions-là, qui vont donner une esthétique urbaine, qui vont donner une esthétique architecturale, qui vont donner une esthétique de l'espace public nouvelle. Hein, voilà. Donc, moi, en fait, je croise l'approche qui se fonde sur la définition du mot de paysage avec, aujourd'hui, je ne fais pas les projets que je faisais il y a 15 ans. Pas du tout. Pas du tout. Oui. Avec la même démarche. Mais parce que ça intègre ces notions en plus qu'on n'avait pas complètement intégrées il y a 15 ans. Et du coup, vous avez raison, le projet ne sera pas le même. Forcément. Forcément. Parce que, bon, déjà, quand on a fait la vallée du Var, la question de l'air rafraîchissant qui monte et qui descend 2 fois par jour, hein, et que ça, on l'a intégré dans la morphologie, la nouvelle morphologie que l'on propose. Le fait qu'on a fait une carte, maintenant on a les cadastres solaires, mais on a fait une carte de la vallée du Var sur les parties, sur les capacités solaires de chaque partie de cette grande vallée, pour que les parties, dès qu'on a du relief, hein, comme on le sait, hein, on a des écrans à l'ensoleillement et donc à l'énergie solaire qui fait que le matin, l'après-midi, bidule, machin, là, bon. Et ça, notre carte, on l'a fait par rapport à ça, par rapport au masque solaire de la vallée, en disant, voilà, là, on a un morceau de vallée où on aura l'optimum d'énergie solaire captable, et puis là, moins, et puis là, encore moins, et puis voilà. On intègre des nouvelles dimensions, hein, vous avez raison. Mais le paysage reste le paysage, sauf quand on aura changé de civilisation. Le paysage, enfin, on dit,
c'est pas par hasard que ce texte de Pétrarque, on dit aussi que c'est le début de la modernité. On sort du monde et on le regarde de l'extérieur. Voilà. C'est la science, voilà, on domine la nature, on fait ce qu'on veut. Enfin, on est arrivé au bout de ce système-là, je suis bien d'accord. Et peut-être qu'on est arrivé au bout du paysage. Hein. Parce que la modernité. Il y a Christian qui voulait réagir. Oui. Sébastien, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Je dois m'en aller. Ah mince. Comme ta conférence est accessible sur YouTube et que tu as évoqué nos rapports avec les architectes, je constate que même avec les nouvelles générations, bien souvent, le contexte est complètement ignoré. Donc, je transmettrai à certains et nombreux ta conférence dans la mesure où elle est très intéressante et je t'en remercie encore. À bientôt, les amis. Merci, Christian. Et je trouve que c'est une très bonne initiative, ce type de conférence, on va dire, télévisuelle. Amitié, à bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir, Christian. Ouais. Bruno, tu voulais réagir et moi je voudrais, j'ai un petit truc qui me tracasse là que je voulais exposer après toi. Vas-y, Bruno. Non, enfin, c'est juste une question ou une précision sous forme de question. Sébastien Georgis nous a montré une peinture qui représentait, je ne sais plus, l'entrée de Buzès, quelque chose comme ça, et il ne retrouvait plus le nom du peintre. Et je suggérerais Nicolas de Staël. C'est ça. Merci. Oui. Merci, Bruno. C'est Nicolas de Staël. Qui est mort dans le Luberon, d'ailleurs. Oui, absolument. Oui. Mais qui est un peintre extraordinaire. Je n'ai pas d'excuses à la... Très bien. Moi, je pensais à Soulage, mais je me disais c'est un peu trop réaliste. Oui, non. Ouais. Très bien. Moi, j'avais une question, Sébastien. Ça m'inspire, en fait, ces schémas où on voit ces trames un peu paysagères. Et ma question, c'est, parce que c'est aussi quelque chose d'un peu récent et c'est la superposition des trames. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est parti dans un monde où tout est trame. On a eu au début la trame verte, c'était très bien. Après, on a eu la trame bleue, puis la pourpre, puis la noire, puis la grise. Toutes les semaines, on en invente une, oui. Et en voyant tes dessins, tes schémas, etc., je me disais que finalement, par rapport à cette trame du paysage qui charpente l'ensemble de la façon d'occuper le monde, hein, comme le voyait Pétrarque peut-être, les autres trames viennent peut-être polluer finalement. Il n'y a pas de hiérarchie dans toutes ces trames aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer, parce que par ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de textes qui disent qu'il faut travailler sur les trames paysagères. On parle plutôt de trames vertes, mais pour moi, c'est plutôt lié à la biodiversité. Voilà, c'est quoi ton avis sur en fait toutes ces nouvelles trames là qui arrivent tout le temps et puis finalement la trame paysagère au-dessus de tout ça qui doit avoir un rôle plus important malgré qu'elle soit beaucoup moins textuelle dans les façons de procéder. Je te rejoins complètement hein, sur les toutes les semaines il y a une nouvelle trame. On est bien sûr. J'avais fait je crois que c'était une formation en école d'archi, etc., où j'avais fait la liste de 12 mots. Donc, voilà, résilience, voilà, on les a dit, maintenant on parle sérieusement et on travaille. Tous les mots à la mode, mais je crois que c'est l'âge, ça, qui nous rend comme ça. Non, maintenant, parce que la trame verte et bleue, elle était sortie du Grenelle, sa vocation, c'était la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Si je me souviens bien. C'était pas du tout paysager. Et en fait, à ce moment-là, c'est plus le cas maintenant, c'est plus si clair. Mais à ce moment-là, l'UICN, pour notre région du monde, disait que la première cause d'érosion de la biodiversité, c'était l'érosion, c'était les pollutions.
pollution des sols, notre modèle agricole, pollution des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air, etc. C'était la première cause et la fragmentation, c'est l'écologie du paysage, hein, la fragmentation des trames vertes ou bleues n'était pas la première cause de l'érosion de la biodiversité. Mais maintenant que je suis élu, je comprends mieux, mais politiquement, après le Grenelle, dire on va mettre des trames sur le SRADET, dans les SCOT, etc., c'est quand même plus facile que de dire on va changer notre modèle agricole. Donc, je pense que c'était Sarkozy à l'époque, si je me souviens bien, je ne vais pas rentrer dans... voilà. Mais la trame, pourquoi? Alors, quand on parle de la trame noire, par exemple, on a retenu le mot trame, mais on sait que, en effet, les pollutions par les lumières, on le sait tous, est une des causes pour certaines espèces, les chauves-souris. Donc, le mot trame aujourd'hui désigne parfois des trames et parfois autre chose qu'une la trame brune. Oui. Pas forcément tramée, c'est difficile dans une ville de tramer la trame brune, quoi. Tu peux le faire entre 3-4 arbres d'alignement, mais après, bon, bref, voilà. Je trouve que le mot, c'est devenu un mot valise. Oui, voilà, comme souvent des mots récents qui ont été assez vertueux au départ. On invente un nouveau mot parce qu'on veut porter un nouveau. Quand même, la biodiversité, c'est pas rien. Mais voilà, mais effectivement, ça tourne en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours une surenchère. Donc, tout le monde se réfugie derrière le mot et puis il fait d'autres trucs avec le même mot. C'est un peu comme durable, quoi. On y a tout mis et maintenant, ça ne veut plus rien dire. Voilà, effectivement. Mais c'est une très bonne idée. Décidément, on apprend plein de méthodes aujourd'hui. Mais de commencer les réunions en listant les numéros, les mots à la mode, c'est pas mal, c'est pas mal ça aussi. Vous en connaissez plus que moi, j'imagine. Très bien. Tu vois, là, ça n'a rien à voir avec le paysage, enfin tout est paysage en même temps, mais quand on a lancé la révision de notre PLU sur Avignon, la règle est de prendre la trame verte et bleue du SRADET et la remettre à l'échelle. Et moi, j'ai dit au maire, non, comment dire, l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire la mise en danger de certaines espèces animales ou végétales sur notre territoire. Avant de dire une trame, il faut dire quelles sont ces espèces patrimoniales, où elles sont, est-ce qu'elles sont en voie, est-ce qu'elles sont en danger, et pourquoi. Et du coup, quand par exemple, on a fait un appel d'offres, on a retenu les gens très compétents, le CNPACA, et par exemple, dans l'intramuros, le problème était principalement sur les chauves-souris, qui sont une espèce patrimoniale, et la principale cause de l'érosion, c'était que nos combles, on les isolait, on faisait la chambre d'enfants, ou la bibliothèque, ou la chambre d'amis, etc., et que leur gîte d'été disparaissait. Oui. Et que finalement, faut peut-être voir, là on lance la révision de notre PSMG, il faut peut-être voir si on garde pas une façon de continuer à accueillir différentes espèces de chauves-souris, partout. Oui. À faire. Voilà. Mais il n'y a pas de trame là-dedans. Il n'y avait rien de trame. Ou alors le pas japonais, si on veut rester dans les mots à la mode, mais tu vois. Et donc, on est parti des espèces patrimoniales, de l'inventaire de l'endroit où elles sont, et en fonction de ce qu'on avait trouvé, une réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Et certaines des réponses pouvaient aller dans le PLU, et d'autres n'ont rien à voir avec le PLU. Mais on n'est pas parti de la trame. On n'est pas parti de la trame. Et on ne s'est pas fait engueuler par l'État. Donc, ça va. Très bien. Bien.
d'autres réactions? Il commence à être un petit peu tard pour tout le monde, mais voilà. Sébastien, Oui, Jacques. Jacques Perrotto, comment tu ressens Salut Jacques. Bonjour Sébastien, en tant que je ne l'ai pas vu, ouais. Oui. Comment est-ce que tu ressens et tu mets en œuvre après ta démarche, qui est une démarche sur le grand paysage, tu l'as évoqué, les perspectives, les points de vue, donc avec des éléments qui structurent le regard, avec la dimension parcellaire, qui est un découpage sur lequel la dimension domaniale va être importante et sur lequel le fait du propriétaire peut être déterminant. Donc comment tu conjugues ces différents niveaux d'action euh, de- sur le grand paysage et puis après de revenir sur des dimensions où le regard porte de temps en temps sur des choses qui sont pas belles ou qui sont encombrantes, mais qui sont nécessaires à la vie du quotidien dans la ville. Oui. Alors, il y a deux aspects dans ta question. Déjà, on se rend compte, et on le voit bien dès qu'on dessine les blocs diagrammes, et dès qu'on commence à analyser un paysage, que le parcellaire, il est complètement dans la même logique que les grandes structures. Les talwegs, la rivière, etc. C'est les éléments qui dessinent le parcellaire. Totalement. Alors après, il sera plus en bande ou plus, etc. Donc, chaque lieu a un type de parcellaire, mais ce parcellaire, il est une échelle d'organisation qui est fondée sur la trace de l'eau. La trace de l'eau. Tu as des exceptions, notamment dans le Vaucluse, c'est sur les morceaux de terroir euh, qui ont été drainés au Moyen Âge. Et le fait que ça a été drainé parce qu'il n'y avait justement pas d'organisation morphologique qui faisait que l'eau avait sa trace, ils ont été drainés et donc ils ont un autre parcellaire qui n'est pas du tout dans la même logique que celle qui se faisait depuis toujours. Et là, du coup, tu as un autre parcellaire qui vient avec. Donc, alors ça, c'est une première partie de ta question, si j'ai bien compris. Donc en fait, les échelles s'incrustent, voilà, s'imbriquent totalement les unes avec les autres jusqu'à l'échelle du permis de construire sur une parcelle. Hein. Après, du coup, j'ai oublié ta deuxième question. Après, tu as la logique de l'aménagement, donc c'est ce que tu évoques, hein, la manière dont on retrouve les lignes de force du paysage, Oui. avec ce que sont les éléments bâtis, qui eux sont dans une autre logique, une autre perspective, et qui de temps en temps créent de la complication visuelle. Oui, alors, oui, merci. C'est vrai que quand tu bosses avec cette méthode des trois couches, tu arrives à une organisation. Si la question c'est d'organiser le bâti qui va arriver sur ce morceau de territoire, les lignes de ce bâti vont être le résultat de ton travail sur les trois couches. Et si par exemple, tu es à un endroit où tu dois faire un lotissement et que sur cet espace-là, tu as une super vue sur, j'en sais rien, moi, le château qui est en haut du village, etc., eh ben, tu vas d'un côté avoir ta géométrie qui est donnée par l'eau, qui normalement est aussi la loi du parcellaire sur lequel tu viens t'inscrire, et puis tu auras une percée visuelle que tu vas peut-être conserver parce que cette vue-là, elle a une valeur pour tout le monde et que voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond assez à ta question, mais tu croises morphologie et puis en plus, après, tu as l'identité. Alors, l'identité, c'est pas toujours facile, hein, suivant les territoires. Mais tu vois qu'à Toulouse, c'est facile l'identité. À chaque fois qu'il y a un nouveau quartier, il est rouge. Bon, voilà. Donc, ils ont un truc. Il est rose, il est rose. Il est rose, pardon, je fais des gaffes en avignonnais. Voilà. Bon, et c'est pas. J'ai été paysagiste conseil de l'État sur le département 75, Paris.
Euh, et donc, normalement, dans tous les départements, tu as un atlas des paysages qui te définit ça, les logiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à Paris, il n'y en avait pas. Et quand tu vois Paris aujourd'hui et toutes les ZAC, c'est toutes les mêmes. Alors, chaque quartier de Paris a une identité qui est donnée par une morphologie, qui est donnée peut-être par une ambiance, par parfois des techniques. Voilà, des quartiers très très haussmanniens, c'est très différent des quartiers façade plâtre. Et donc du coup, j'ai proposé à la mairie, au État, j'étais l'État, mais l'État paye les atlas, de dire ce serait intéressant d'avoir on fasse un atlas des paysages, et puis comme ça, dans chaque quartier sera différent quand vous les ferez. Ils seront contemporains, totalement contemporains, mais ils vont intégrer, eh bien, aussi bien dans leur forme urbaine que dans les caractéristiques de leur architecture contemporaine, le fait que dans ce quartier-là, cette identité-là, elle se traduit comme ça. C'est pas forcément facile, hein. Et voilà, donc ils ont lancé, moi je suis plus, je suis à la retraite maintenant, à 70 ans, ils te foutent dehors, hein, les services de l'État. Ça ferait des économies, hein, de garder les. Pardon. Voilà, mais je sais pas si ça répond, mais je crois que, tu vois, mais maintenant, c'est une question difficile parce que quand tu prends le TGV, tu arrives à Rennes, tu arrives à. Il n'y a vraiment que Toulouse qui échappe, mais tu arrives n'importe où, les quartiers sont les mêmes. Oui, oui, c'est vrai. Si tu as dormi, tu ne sais pas où tu arrives. Oui, c'est désolant. Ouais. Bien, on prend donc Eric et puis Bruno, et puis ensuite on va s'approcher de la conclusion. Vas-y, Eric. Oui, je te remercie. Bonsoir Sébastien. Dis-moi, il y a un de tes confrères paysagiste à Nice qui a abordé comment dirais-je, une perception, une explication que j'avais trouvée intéressante, qui était des atlas justement de biodiversité dynamique. Et je crois qu'il avait fait sur le Val-de-Marne, me semble-t-il. Tout ça, c'était pour expliquer, notamment, on était dans les Landes, que remodeler le paysage, c'était pas forcément attaquer un dogme. Et moi, ça me renvoyait à mes études de géographie, et quand Braudel dit que la France est un jardin qui a été aménagé, et tu évoquais la ligne de l'eau. Moi, quand je travaillais sur les fleuves, la montagne Noire, par exemple, il y a eu des rigoles qui ont été aménagées pour alimenter le barrage de Revel au partage des eaux, qui fait tout ça. Donc, est-ce que tu crois que cette perception de cette définition d'une biodiversité dynamique peut être transposable au paysage dans les approches des documents d'urbanisme? De toute façon, le paysage est dynamique, hein, l'image d'Astérix et Obélix veut dire ça. Et c'est vrai que on est peut-être dans un monde politiquement où un paysage dynamique est mal perçu par certains. Hein. On le voit sur le débat sur les énergies renouvelables. Donc déjà, paysage dynamique, le paysage, il est dynamique. Voilà. Il est dynamique. Protéger un paysage, un mot qu'on entend souvent, n'a rien à voir avec protéger un monument. Le Palais des Papes, il est du 14e, il sera toujours du 14e. Même s'il a eu des transformations au 15e, au 16e, etc. Mais voilà, il sera toujours du 14e. Il n'y a pas de paysage du 14e. Il n'y a que des paysages d'aujourd'hui. Voilà. Pendant qu'on discutait, on a enlevé un panneau, je ne sais pas moi, paysage urbain. Bon, déjà, le paysage, par définition, est dynamique. Et quand on dit protéger un paysage, c'est important de dire on protège la qualité du paysage. On ne protège pas le paysage au sens de la protection du monument, c'est-à-dire le figé. On protège sa qualité. Qu'est-ce qui fait la qualité de ce paysage? Et maintenant, c'est ce qu'ils nous ont demandé. Dans les SCOT, on doit définir les qualités du paysage, puisqu'on doit définir des objectifs de qualité paysagère. Bon, on refait les 3 couches, et puis on les a. Bon, je
caricature un peu, mais il y a du boulot derrière. Mais voilà, protéger un paysage, c'est protéger ses qualités. Et ces qualités, ben, on les a vues, ça peut être la morphologie de son parcellaire, ça peut être le fait que il y a les forêts en haut des reliefs, il y a sur le canal du Midi, par exemple, une qualité de paysage, c'est un paysage où tu vois le canal du Midi. Le canal du Midi était devenu un arrière. Hein. Le canal du Midi, tu avais les stations, les steppes, tu avais tous les trucs de déchets, tu avais, je vous ai pas mis la photo, mais tu avais les arrières des bâtiments de zones d'activité, puisque le canal n'était pas, ça n'a rien à voir avec l'UNESCO, mais le canal n'était pas emprunté. C'est depuis qu'il est devenu touristique que c'est devenu, enfin, ce qu'on voit le canal est devenu une façade, mais avant c'était un arrière. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais non, c'est important parce qu'on voit bien, c'est le troisième pilier de la méthode. Les usages redéfinissent aussi les priorités, bien sûr. Voilà. Et donc, on a inversé les regards sur le canal en disant, le voir, ça fait partie de la qualité de ce territoire, la qualité de ce qu'on voit. Et donc, les qualités, tu peux les définir. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait Versailles pour définir la qualité d'un paysage. Enfin, je pense que vous le faites tous les jours. Hein. Merci. Bon, écoutez, alors moi, je vous propose, j'aime bien finalement conclure sur cette notion de défense de la qualité, qui colle bien, je trouve, aussi à la Société française des urbanistes. Absolument. Donc, je vous propose de conclure sur cette belle perspective. En tout cas, je crois que tout le monde s'est réellement, vraiment régalé. Et vraiment un très, très grand merci, Sébastien. Voilà, je pense que ce rendez-vous rentrera dans les annales. C'est vrai qu'on parle tout le temps de paysage, mais on prend jamais la peine, de s'asseoir pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment le travailler et préserver sa qualité, effectivement. Donc, merci aussi à tous les gens qui ont été présents. Comme d'habitude, tout ça sera en ligne donc sur notre chaîne YouTube d'ici 10 jours, on va dire, au maximum. Et on enverra un petit message à tout le monde pour dire quand ce sera fait. Et puis voilà, j'invite également tous les gens qui le souhaitent à nous soumettre des sujets pour les rendez-vous qui maintenant seront en 2025. Donc, on est en train de préparer le programme pour 2025. Donc, n'hésitez pas à lever le doigt s'il y a un sujet que vous voulez aborder vous-même ou que vous voudriez voir abordé dans le cadre des rendez-vous de 2025. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Et excellente soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.